Je vous les représente rapidement. Martine Laroche-Joubert, qui est grand reporter à France 2. Anne-Elisabeth Moutet, qui est éditorialiste pour le Sunday Telegraph. Ziad Limam, qui est le directeur du mensuel Afrique Magazine. Et Yvan Rioufol, qui est éditorialiste au Figaro. L'élection présidentielle américaine, ce sera donc le 6 novembre. Et l'affiche, eh bien, ce devrait être Barack Obama face à Mitt Romney. Le républicain, l'ultra-conservateur Rick Santorum a jeté l'éponge. C'était mardi soir. On l'écoute. Cette course à la présidence, pour nous, pour moi, se termine ici. Et nous arrêtons notre campagne à partir d'aujourd'hui. Anne-Elisabeth Moutet, on ne faut pas l'oublier peut-être ce Rick Santorum, parce qu'il a quand même fait une belle campagne à son niveau, et on pourra peut-être compter sur lui, en tout cas les Républicains, en 2016. Alors, il y aura beaucoup de candidats en 2016, parce qu'il y avait un certain nombre de gens qui n'avaient pas envie de se brûler trop vite à des élections présidentielles de mi-mandat, de mi-parcours, peut-être pour Obama. Il y a une femme, Nikki Haley, il y a Rubio qui est en Floride et qui a une chance d'être le colistier de Romney, il y a Bobby Jindal en Louisiane, il y a autant le spectacle terrifiant des différents candidats du Parti républicain cette année qui se sont tous carbonisés les uns après les autres, c'était plus ou moins lamentable, autant je pense qu'il y aura un camp républicain assez fort dans 4 ans, quelle que soit l'issue de ces élections-là, et sauf si un président Romney, 1, est élu, et 2, se débrouille bien. Alors tout ça, c'est beaucoup de si, on verra. Mais quel est le défi aujourd'hui de Mitt Romney? Est-ce que c'est à la fois de capter finalement cet électorat de Rick Santorum, qui était plutôt un électorat ultra-conservateur, et en même temps les électeurs du centre? Ultra-conservateur, c'est un terme... d'abord, ça nous a un peu choqué quand même. Historiquement, c'est un terme français du 19e siècle. Mais dès qu'on a l'impression qu'ils sont un peu populistes, ce qui n'est pas nécessairement une insulte, on dit qu'ils sont ultra-conservateurs. Mais socialement, sur les sujets religieusement de société... très à droite quand même. Ils sont religieusement, ils sont attachés à leur religion. Ils sont pas loin de l'islamisme dans leur genre. Non, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire que le retour de Dieu à l'école, l'homosexualité, contre le mariage gay, contre l'avortement. Ils n'assassinent pas les gays. Non, mais d'accord. Contre l'avortement, etc. Okay, non, il y a une grosse différence tout de même. Et le jour mais je dis juste que bon. Le jour où si leur fille va vivre dans le péché avec un danseur new-yorkais, eh ben, ils se réunissent chez eux avec des copains, ils prennent un café en pleurant. Ils sont pas là en train d'envoyer ses frères et ses cousins pour venger l'honneur de la famille. Donc non, c'est pas tout à fait la même chose tout de même. De l'autre côté, les islamistes n'envoient pas tous leurs cousins venger l'honneur de la famille. Je veux dire, vous êtes travaillé par les islamistes. Oui, ça me travaille beaucoup, évidemment. Mais si on méprise l'existence importante de gens en Amérique qui sont essentiellement ceux qu'a décrit Tocqueville, et qu'on ne leur donne pas une voix, et si on essaye de tous les mettre dans un camp qu'on appellerait ultra-conservateur, on fait une grave erreur. Je pense que ça va être des élections extrêmement serrées. Elles auraient été perdues par Obama si le Parti républicain s'était un peu mieux débrouillé, parce que l'économie ne va pas encore très bien, et que régulièrement l'économie c'est même la chose la plus importante. Vous dites élections serrées, mais quand on regarde les sondages, ce sont que des sondages, mais Barack Obama devance à chaque fois Mitt Romney, sauf sur les questions économique. Alors, d'abord, l'économie, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, ça se passe en novembre, donc il y a le temps de se passer beaucoup de choses. Ensuite, si Romney choisit un colistier ou une colistière qui rattrape une partie de cet électorat... Ça peut être Rick Santorum qui pourrait être le colistier? Je pense pas. Je pense que ce serait quelqu'un comme Marco Rubio, qui est un parlementaire de Floride, qui est tout à fait remarquable. Et lui, il a vraiment des chances. Il a des qualités à la fois de parlementaire, il est intéressant, il en appelle aux populistes, il amène les voix évidemment hispaniques puisqu'il est d'origine cubaine, ça serait quelqu'un de beaucoup plus vraisemblable. Mais ce que je pense aussi, c'est que le vrai problème de Romney, c'est Romney. C'est-à-dire que Romney est ennuyeux comme la pluie et qu'il est mormon en plus, et les gens se disent, il est bizarre, on ne sait pas, on n'a pas le contact, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien, c'est un consultant, on n'a pas envie de voter pour un type de chez, c'était pas McKinsey, c'était Bain, mais tout de même. Or, cette semaine, il s'est passé quelque chose de passionnant dans la campagne. Ça a été une erreur d'une des stratèges du Parti démocrate qui s'appelle Hillary Rosen, et elle a accusé violemment Anne Romney, la femme de Mitt Romney, en disant essentiellement cette bourgeoise oisive qui élève ses enfants et qui ne travaille pas. Alors Anne Romney a dit moi j'ai élevé 5 garçons et si vous pensez que c'est pas du travail, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et brusquement, elle a réveillé tout cet électorat conservateur qui jusqu'ici n'avait pas tellement confiance dans son mari et qui s'est dit mais
On va tout de même défendre une femme qui dit élever des enfants, c'est pas totalement inutile non plus. Comme en plus Mitt a des bons rapports avec les femmes, ça veut dire qu'il fait pas peur aux libéraux et qu'il est en train de récupérer les conservateurs. Martine Laroche-Joubert, vous la trouvez comment cette affiche pour cette élection américaine Obama-Romney parce que je trouve Romney... que Obama n'a pas d'adversaire quand même à sa mesure, parce que Romney... Qui est Mitt Romney? Après tout, j'ai l'impression que ce qu'il a de mieux, c'est sa femme. Parce que c'est vrai qu'elle a élevé 5 enfants. Elle a gravement malade. Gouverneur du fois. Massachusetts. Oui. Mais a fait entièrement sa fortune tout seul. Oui, mais qui est-il? Qui est-il vraiment? Vous voyez, c'est le mépris de comment cet homme-là n'est pas passé par l'équivalent. D'ailleurs, il est passé par Harvard et Yale, donc on peut même pas dire en plus qu'il n'est pas passé par les grandes écoles parce qu'il l'a fait. Il a un parcours parfait. Un gouverneur, à la différence d'un sénateur, c'est quelqu'un qui a géré un État avec. Oui, mais il a changé d'avis tout le temps. Même ses proches conseillers essaient de tourner le volume à chaque fois qu'il dit une bêtise. Alors non, il n'a pas de charisme. Ça, c'est autre chose. Il n'a pas de charisme. Mais il a changé d'avis. Il a changé d'avis plusieurs fois. Martine. Il était pour l'avortement. Il est contre l'avortement. Il change d'avis. Son argent, il n'a pas voulu à un moment déclarer combien il payait d'impôts. Tout ça, c'est un peu... Je trouve que Barack Obama... moi, j'ai suivi les dernières élections américaines. Ça, c'était vraiment formidable parce qu'il y avait un enjeu. Est-ce qu'un président noir va être élu voilà. Heureusement, ils en ont eu un. Ça Maintenant, ils en ont eu un. Mais McCain, à l'époque, il avait quand même un passé de héros, un passé... il y avait le Vietnam. Enfin, il avait quelque chose quand même. Il avait une sorte de... Oui, il avait l'histoire un peu avec lui. Mitt Romney, franchement, d'accord, il a fait sa fortune tout seul, il est mormon. Bon, mais c'est pas... Mais je trouve ça extrêmement... C'est pas méprisant. On a perdu la génération des héros. Non, c'est pas la hauteur. C'est pas méprisant. Je ne les méprise pas en Américains, tant ils que ont personne. l'habitude d'envoyer des types à la présidentielle, des acteurs, des je sais pas quoi. Enfin, bref, le problème, je pense qu'il est confronté, ce pauvre Mitt Romney, en dehors du fait qu'il dit beaucoup de bêtises, il est confronté à une quadrature du cercle ingérable, c'est que son parti a été kidnappé par, alors on peut l'appeler comme vous voulez, par la droite de la droite. Donc le parti républicain aujourd'hui est un parti extrêmement à droite sur les questions de société, sur les questions religieuses, sur des questions de société qui ne sont pas juste le vivre ensemble, sur la sécurité sociale, sur tout un tas de questions. Ça a été kidnappé par le Tea Party et tout Santorum, etc. Et lui, il a fait une politique centriste dans l'État où il a été élu, là où il a exercé des responsabilités. Il a fait dans le centrisme gentillet, conservateur, etc. Donc il est dans le grand écart absolu. Santé publique. Oui, sauf que maintenant, ses électeurs, ils veulent juste le détruire à coups de hache, le système de santé publique. Donc il y a un problème. Il s'agit de savoir quel système de santé publique. Quand il va se retrouver face à quelqu'un comme Barack Obama, qui a toutes sortes de défauts, je suis d'accord, mais qui est quand même un excellent mais que vous aimez bien quand même, Ziad. Oui, moi, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen du monde, je prie pour avoir Barack Obama et pas les gens de droite américaine qui ne savent pas où est l'Iran, mais qui veulent bien appuyer sur le bouton. Donc, sincèrement, je préfère le côté mou, raisonnable, intellectuel d'Obama. Obama, il ne sait pas où est l'Europe, c'est autre chose. Et vous, Yvon Rioufol, alors Ouais, Obama, vous trouvez que l'affiche, voilà, Obama, est-ce que vous êtes enthousiaste, est-ce que vous êtes citoyen du monde que le comme Ziad? magicien Obama a beau taper avec sa petite baguette dans un chapeau mou, il n'y a pas de lapin qui sort. Et donc, naturellement, il a un peu... on a de bonnes raisons d'être déçu, enfin, si on veut bien ne pas être en empathie permanente avec il a Obama. les mêmes arguments que Nicolas Sarkozy. Oui, c'était la crise, c'était la crise. J'allais venir. On a quand même de bonnes raisons d'être déçu d'Obama, c'est ce que je veux dire. Il laisse une gestion qui n'est pas bonne, enfin, sauf si on prouve le contraire. Mais enfin, il y a un chômage qui baisse, un déficit qui augmente, une politique internationale qui est très décevante. Moi, je vois pas, je ne brûle pas des cierges devant Saint-Obama comme pourrait faire mon confrère tous les matins. Donc ça reste quand même une grande faiblesse de sa part. Confronté au pire, je préfère le milieu. J'ai bien compris. Mais alors d'autre part, effectivement, je constate également, mais ça a été très bien expliqué par Anne-Elisabeth, que le Romney non plus n'est pas extraordinaire. En plus, il a ce côté multimilliardaire qui lui a fait sans doute un peu oublier comment vivaient les gens. La force d'Obama, s'il en a une, ce sera effectivement d'être une bête de campagne électorale. Ça, c'est vrai. Et assez à gauche. Je pense que la campagne sera, pour gauche, les Américains... Romney sera obligé aussi d'aller vers le centre. Et donc, il est possible qu'au cours de la campagne, Obama puisse l'emporter sur Romney. Mais si on fait bilan sur bilan, bilan contre bilan, Obama, pour l'instant, n'est pas extraordinaire. Et je remarque d'ailleurs qu'il est en empathie avec Nicolas... On a le droit de parler un petit peu de la France. Oui, allez. Il est en empathie, très rapidement, alors qu'il est en empathie avec Nicolas Sarkozy, avec qui d'ailleurs il correspond et avec qui il se retrouve, en tout cas dans son bilan. Mais si Obama l'emporte, il fera peut-être un meilleur deuxième mandat à ce moment-là. Parce que c'est pas facile d'être président des États-Unis. Il y a un système de checks and balances. Donc il faut toujours avoir des quantités d'appui pour prendre une décision. Mais peut-être que pour un deuxième mandat, il a déjà
placer ses billes. C'est pas souvent arrivé des bons seconds mandats, ni à Bush, ni à Clinton. On juge quand même sur un premier mandat. Son premier mandat n'est pas bon, malgré toute l'empathie et toute l'obamania qui avait été développée dans tous les médias internationaux et notamment français. Mais juste pour rassurer Yvan, je ne brûle pas le cierge, je suis assez d'accord sur la politique étrangère en particulier. Je pense que c'est quelqu'un qui a vu peut-être trop grand par rapport à ce qu'il pouvait faire dans le contexte américain qui est très difficile. Mais sur la campagne à venir, moi, je regarde les Twitter de Barack Obama parce que ça donne un peu le cap de ce qu'ils vont faire. On voit très bien les thèmes qui sont en train de sortir. C'est l'égalité fiscale. Alors ça, c'est une révolution aux États-Unis. Jamais on n'a fait campagne sur l'égalité fiscale, mais ils attaquent, ils tirent sur Romney sur le principe de l'égalité fiscale. Les riches doivent payer plus. Enfin, tout ça, c'est très à l'américaine. Et on voit bien que ça sera quand même une campagne qui va poser des questions importantes aux Américains qui n'aiment pas traiter de ces questions, parce que pour eux, c'est une atteinte à la liberté, mais après tout... Non, mais là, il surfe sur Occupy Wall Street. Il surfe sur les indignés américains. Barack Obama, il n'a pas le choix, d'ailleurs. Oui, mais les indignés américains, c'est la classe moyenne. Il a dépensé $1 milliard dans sa campagne précédente. Il a été élu avec toutes les voix de Wall Street. Les gens qui avaient de l'argent aux États-Unis ont soutenu Obama et pas McCain. Il faut tout de même se souvenir de ça. Il y a un siècle sombrait le Titanic avec 2200 personnes à bord. Plus de 700 d'entre elles ont été sauvées, ont été secourues. C'était le 14 avril 1912. Un siècle plus tard, eh bien, ce naufrage fascine toujours. Aux États-Unis, il faut savoir que c'est l'un des 3 sujets les plus traités. Vous nous le direz, Anne-Elisabeth Moutet, je crois, après Jésus et après la guerre civile. Alors pourquoi cette fascination, un siècle plus tard, autant sur ce naufrage? Alors d'abord, c'est le mythe grec de hubris, c'est-à-dire on est arrogant et puis on s'effondre, ou dans ce cas précis, on coule. C'était un bateau dont on avait dit, dont ses promoteurs avaient dit, puisque c'est son premier voyage, qu'il était impossible qu'il coule. Et puis il y a aussi l'idée que le film est absolument faux. Le film de James Cameron, historiquement, non seulement il est faux, mais il a en plus dit beaucoup de mal de personnalités qui se sont comportées de manière héroïque, en expliquant que tous les riches s'en étaient tirés et que tous les pauvres étaient restés dans les soutes. Et c'était pas vrai. Au contraire, ce qui est très intéressant dans ce bateau de gens qui vont chacun en Amérique pour des raisons différentes. Vous avez des immigrants irlandais qui vont y faire une nouvelle vie. Vous avez effectivement des acheteurs d'impressionnistes qui y vont pour leur agrément, et puis vous avez toutes les choses au milieu. Vous avez un brassage de classes qui est réel et qui une certaine égalité entre pour sauver les femmes et les enfants. Vous avez des conduites d'un héroïsme absolument sensationnel, tout ça sur un seul endroit. Et puis il y a cette espèce de fatalité terrifiante et le fait que quand on tombe dans de l'eau glacée, on meurt en 4 minutes, ce qui fait que la fin du film aussi, elle est totalement fausse, parce qu'il serait mort depuis très longtemps, Leonardo DiCaprio. Et donc, ça fascine tout le monde. Et puis, il y a aussi le fait qu'on sait où il est, on le voit avec des sous-marins, on trouve périodiquement on remonte des objets. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a découvert l'épave en 1985. Pardon ? On a découvert l'épave... Oui. Très tardivement. Il faut des petits sous-marins qui peuvent supporter l'énorme pression de plusieurs milliers de mètres cubes d'eau. Et par conséquent, c'était pas possible avant techniquement. Et puis en plus, c'est grand, là, c'est Atlantique, donc fallait. Martine Laroche-Joubert, est-ce que elle vous fascine cette histoire du Titanic? Ah oui, absolument. Et puis à l'occasion de ces 100 ans, j'ai appris. Alors pourquoi ça me fascine? Parce que même il y a des questions que je me pose, par exemple. Donc ces gens étaient sur le bateau coule, il y avait des chaloupes, des canots de sauvetage, il y en avait un peu plus que le quota exigé, mais pas assez pour tous les passagers. Mais de toutes les façons, les premières chaloupes sont parties presque à vide. Presque à vide, parce que les gens se disaient peut-être il vaut mieux rester sur le bateau, au moins il y a de la lumière, il fait chaud, plutôt que de s'embarquer sur une chaloupe. Alors qu'est-ce qu'on aurait fait? Rester sur le Titanic ou aller sur la chaloupe? Et puis on apprend encore plein de choses. Moi j'ai appris que les radios étaient tombées en panne l'après-midi. Bon, alors ils avaient réparé les radios, mais que sur ce bateau, il y avait des hommes d'affaires qui passaient beaucoup d'ordres en bourse, etc. Et que donc les gars, quand les radios ont été réparées, avaient tous ces messages à faire passer. Ils ont bien reçu des messages disant qu'il y avait de la glace un petit peu partout, mais bon, ils ont fait passer ce message, mais sans trop y prêter attention. Il y a eu plein de choses comme ça. Et le capitaine Smith, finalement, est-ce qu'il a vraiment fait une erreur en tribord, bâbord? Enfin, il y a eu énormément d'erreurs qui auraient pu être rectifiées, qui auraient pu être corrigées et qui ne l'ont pas été. Il y a eu un enchaînement comme ça, tragique, et qui a amené à une catastrophe finale. Et c'est
c'est intéressant. En plus, il y a des archives formidables encore. Sur France 2, il y a un feuilleton qui est passé cette semaine où on voyait les gens qui embarquent sur le Titanic. On voyait même des images des architectes qui étaient en train de dessiner les plans du Titanic. C'est quelque chose qui me semble-t-il encore très présent. C'est-à-dire qu'il y a tout dans une histoire qui n'est pas la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. On oublie rapidement ça. Le Lusitania, la plus grande catastrophe. Non, mais on peut parler du Jola au Sénégal qui a coulé, on peut parler de l'Estonia, on peut parler de l'Estonia qui a coulé dans mer du Nord il y a une dizaine d'années. On peut parler des ferries finlandais qui se renversent dans les tempêtes. Je veux dire, tout ça, on oublie et on se concentre sur le Titanic qui est magnifique parce qu'il y a tout. C'est un roman, il y a le bateau qui s'appelle le Titanic déjà, il fallait le faire pour l'appeler le Titanic. Et puis, il y a le patron qui n'a pas l'air très clean, qui décide de sortir en premier parce que c'est vrai, vous avez raison, il y a eu de l'héroïsme un peu partout. Il faut parler d'histoire de juste une seconde. Parce que son valet de chambre ne peut pas aller avec lui. Les héroïsmes ont eu lieu partout, mais c'est vrai que le taux de victimes dans les classes des ponts inférieurs, qui étaient les 3e, a atteint 90%, et que le taux de victimes, quand même, au premier étage et au 2e étage, était beaucoup plus faible. Mais tout ça, ça fascine les gens parce que, finalement, ça pose une question assez simple. Si moi, j'avais été sur ce bateau en première classe, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais essayé de sauver ma peau ? Est-ce que je serais resté comme le fameux orchestre ? Je ne sais pas si c'est vrai. Mais oui, vous seriez resté Non, mais comme ça pose une question vraiment. Je pense que l'héroïsme, le don de soi dans des catastrophes comme ça, c'est des questions qu'on peut tous se poser. Et quand on a l'affaire du Titanic avec tous ces destins qui s'entremêlent, on se pose la question, est-ce que j'aurais fait ça ? Est-ce que j'aurais fui ? Yvan Riofol, qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous auriez laissé votre place à la belle Kate ? Mais évidemment. Naturellement, je serais mort envoyé. Mais non, mais cet événement est très proche. D'abord parce que l'objet, si je puis dire, existe toujours. On le voit. On peut se projeter dans l'imaginaire de voir cette épave. Moi, j'en ai vu des photos. C'est extraordinaire. On a l'impression de toucher ça. En plus, vous avez de la vaisselle, des tapis, etc. Vraiment. Donc, on est vraiment imprégné par cette vie très quotidienne et donc on atteint le drame avec son doigt, si je puis dire. Et puis d'autre part, c'est quand même, me semble-t-il, la première grande catastrophe moderne d'un transport collectif, mais je ne vois pas qu'il y en ait eu d'autres auparavant. 1500 morts sur un bateau tel qu'on les voit aujourd'hui. Ce sont les mêmes bateaux, enfin, ils sont plus laids maintenant, aujourd'hui d'ailleurs. On a perdu la beauté de ces grands bateaux-là, mais on se projette tout à fait dans ces croisières. Effectivement, vous rappeliez le dernier naufrage, beaucoup moins cruel, naturellement. Mais ce qui est terrifiant dans ce naufrage, c'est qu'ils font tout le contraire. Le capitaine refuse de monter sur le bateau. Les marins, les gens de l'équipage marchent sur les femmes pour sortir les premiers. C'était monstrueux, ce truc. C'est l'époque qui est intéressante. Que tout est possible. Techniquement, on pense que la technique va tout résoudre. C'est cette époque un peu particulière où l'homme prend le pouvoir sur la machine et pense qu'il va tout contrôler. Et d'un seul coup, il y a cette espèce de truc qui sombre au milieu de l'Atlantique en massacrant de l'élite jusqu'au plus pauvre. Il y a un choc. C'est une tragédie. C'est une tragédie et une humilité, une force d'humilité qui nous assaille de voir que nous ne maîtrisons pas ces techniques-là. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'être venus dans la semaine dans le monde. Je vous présente la une de Afrique Magazine, consacrée donc à Macky Sall, le nouveau président du Sénégal. Et je vous rappelle l'ouvrage d'Yvan Riofol, de l'urgence d'être réactionnaire. Et c'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Merci Martine Laroche-Joubert, merci Ziad Limam, merci Yvan Riofol et merci Anne-Elisabeth Moutet. Très bon week-end. Je vous retrouve lundi, 19h10, pour le débat sur France 24.